Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à la lecture de cet ouvrage, vous parlez d'un ordre cannibale à abattre, et Oui, finalement on a le sentiment que le capitalisme est presque inscrit dans les gènes de l'humanité. Vous faites des retours historiques, vous parlez de la oui, traite négrière, de la façon dont les grandes puissances finalement ont construit leur modèle capitaliste sur le dos des c'est vrai. populations dominées. Est-ce que c'est compliqué de sortir du capitalisme? Le livre s'appelle Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin. Le sous-titre est plus important encore que, le, que le titre. Alors, il y a une triple intention dans ce livre, qui est un livre écrit pour répondre aux questions de ma petite fille qui a 15 ans. Et les enfants posent des questions impitoyablement. Et si la réponse n'est pas claire, ils protestent. Donc les trois intentions que j'ai essayé de réaliser, j'ai dit d'où vient le capitalisme, quels sont les ravages aujourd'hui que le capitalisme inflige à la planète et à l'humanité, et troisièmement, comment on peut, doit détruire le capitalisme et le remplacer par quoi. Ça, c'est les trois intentions contenues dans ce livre. Alors évidemment, il y a un paradoxe, vous avez raison. Le mode de production capitaliste qui domine la planète aujourd'hui est d'une créativité, d'une vivacité, d'une inventivité absolument extraordinaire. Et a créé, vous savez que Marx est mort le 14 mars 1883, donc il y a plus de 100 ans, jusqu'au dernier souffle, Marx était persuadé que le manque objectif, c'est-à-dire le déséquilibre entre les besoins des hommes et les biens pour satisfaire ces besoins, ce déséquilibre allait accompagner l'humanité pendant des siècles encore. Et il parlait du couple maudit du maître et de l'esclave qui lutte pour le peu de biens qu'il a sur cette planète. Or, Marx a eu tort, il a eu raison dans beaucoup de choses, mais là, il a eu tort. Depuis la mort de Marx, grâce au capitalisme, une formidable succession de Révolution. révolutions industrielles, électroniques, technologiques ont potentialisé formidablement les forces de production de l'humanité. Et le manque objectif a disparu. Mais en même temps que d'immenses richesses ont été créées, que le manque objectif a disparu de la planète, une, un mince groupe d'hommes et de femmes, des minces oligarchies du capital financier globalisé, ont monopolisé ces richesses, le pouvoir idéologique, le pouvoir politique, le pouvoir financier, économique et souvent aussi militaire. Nous vivons sous la dictature du capital financier globalisé, à cette immense richesse entre les mains de quelques-uns, due à l'inventivité, je le répète, et de la créativité du capitalisme, fait face à un océan de misère. Je prends un exemple, la faim, parce que j'étais pendant 8 ans le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, la faim, qui est le scandale le plus absolu actuellement, à mon avis. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. Et le même World Food Report, qui donne le chiffre des victimes, un enfant mort de faim tous les 5 secondes, au moment où nous parlons, le même World Food Report de la FAO qui donne ces chiffres, qui sont contestés par personne, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir sans problème 12 milliards d'hommes. 12 milliards de... Alors nous sommes 7,3, donc presque le double de l'humanité pourrait être nourrie. Aujourd'hui, pour la première fois, il n'y a plus aucune nécessité, il n'y a aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim est assassiné. Et c'est ça l'ordre cannibale du monde que le capitalisme, comme forme d'organisation de la planète, comme mode de production, a créé, a imposé au peuple de la Terre. Comment s'opère en fait cet ordre cannibale, même s'il y a des gens très riches, 85 milliards de milliardaires sur la planète contrôlent l'essentiel des richesses, mais les gens ne se lèvent pas le matin en se disant voilà, je vais faire en sorte de faire vivre cet ordre cannibale. Oui. Il y a bien une complicité aussi. Vous savez, c'est une question très, très juste que vous posez. Le capitalisme crée l'aliénation dans la conscience des gens. Bourdieu a dit le capitalisme, c'est comme le sida. D'abord, elle liquide les forces immunitaires de la victime, puis il tue.
je fais beaucoup de conférences à partir de ce livre-là, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin. Toujours, le livre est traduit dans plusieurs langues, toujours à Madrid, à Stockholm, etc. Quelqu'un lève la main à la fin de la conférence et dit « Vous avez raison, votre analyse est juste, l'ordre cannibale du monde, la monopolisation des richesses, l'incroyable inégalité, 85 milliardaires qui contrôlent autant de fortune que 4,7 milliards d'êtres humains, la moitié la plus pauvre de l'humanité. Tout ça, c'est vrai. » Disent les gens qui lèvent la main à la fin de la conférence, mais qu'est-ce que moi je peux faire contre les sociétés multinationales? Alors, ça c'est l'aliénation, une des grandes victoires, peut-être la plus grande, des oligarchies capitalistes régnant sur le monde, sur les États, sur les peuples du monde. Une des plus grandes victoires, c'est l'aliénation, c'est cette idée de l'impuissance qui sont installées dans la conscience collective des dominés. Or, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Mais il faut construire un rapport de force. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que vous parlez de la société civile planétaire qui peut justement changer et abattre le capitalisme. Je vois un exemple. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, de banques, industrie, services, etc., ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites sur la planète. Elles échappent, ces sociétés transcontinentales, les 500 plus puissantes, à tout contrôle étatique, syndical, parlementaire, interétatique, etc. Elles savent faire beaucoup de choses, je l'ai dit tout à l'heure. Elles échappent à tout contrôle social et ont un seul principe ou une seule stratégie, c'est la maximalisation du profit dans le temps le plus court et à n'importe quel prix humain. Eh bien, ces sociétés transcontinentales, demain matin, on peut les soumettre aux exigences du bien commun. Si les gens se réveillent, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. La France a certainement beaucoup de défauts en tant que société, etc., mais c'est une authentique, vivante démocratie, où la Constitution donne tout, des élections jusqu'à la grève générale, toutes les armes aux citoyens pour changer le monde, pour imposer à son gouvernement une politique, lutter contre la faim par exemple, interdire par la loi, au Palais Bourbon, par la loi, un seul article, la spéculation boursière sur les aliments de base, maïs, riz et céréales. Obtenir le désendettement total des pays les plus pauvres, les 50 pays les plus pauvres, pour qu'ils puissent investir dans leur agriculture. Arrêter le dumping agricole de l'Union européenne sur les marchés africains, qui détruit la paysannerie africaine. Il y a des réformes structurelles fondamentales à faire que nous pouvons obtenir pour abattre cet ordre cannibale du monde. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Mais la responsabilité des gouvernants, que ce soit en Europe ou en Afrique, quelle est-elle? On a le sentiment aujourd'hui que finalement la sphère politique, elle ne sert plus à rien. Vous avez raison. Malheureusement, enfin, le néolibéralisme, qui est la théorie dominante des maîtres du monde, dit une chose très simple. Il y a une seule instance historique de distribution des biens, c'est la main invisible du marché mondial. Le marché mondial est la seule instance qui fait l'histoire, et les forces du marché fonctionnent selon des lois naturelles, comme le mouvement des planètes, comme les champs magnétiques dans le ciel, etc., etc. Et l'homme est exclu de sa propre histoire. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Tout ce que l'homme peut faire, c'est de se soumettre à ces mécanismes d'accumulation, de maximalisation du profit, puisque c'est le marché qui commande le devenir historique des États, des hommes, des individus comme des sujets collectifs. La vraie conscience dans l'homme, c'est la conscience de l'identité que chacun a au moment de venir sur Terre, a une conscience de l'identité. Moi, je suis l'autre, l'autre est moi. Et d'ailleurs, l'être humain, l'homme, au sens générique du terme, est le seul être sur la planète qui a cette conscience d'identité. Si un chien voit un autre chien battu, rien ne se passe. Si un homme, quelle que soit son origine ethnique, sa croyance religieuse, son âge, sa fonction sociale, etc., quel que soit,
si un homme voit un enfant martyrisé devant ses yeux, battu devant ses yeux, quelque chose en lui s'effondre. Il se reconnaît immédiatement dans l'autre. Or, la conscience de l'identité est bétonnée par l'aliénation néolibérale. Et il faut, et c'est le but du livre, puisqu'il veut être une arme pour l'insurrection des consciences, il faut briser cette chape de plomb, restituer, faire revivre la conscience de l'identité pour obtenir des politiques de réciprocité, de complémentarité, de solidarité. Une chose est absolument certaine, le système capitaliste ne peut pas être amélioré, changé, humanisé, réformé, etc. Il n'y a pas de capitalisme à visage humain, ça n'existe pas. Comme tous les autres systèmes d'oppression, l'esclavage, qui pendant 350 ans, à travers l'Atlantique du Sud et du Nord, a déporté 41 millions de personnes, l'esclavage, il fallait le détruire. On ne pouvait pas l'améliorer, ça a pris longtemps, on ne pouvait pas le changer, humaniser, etc. Le colonialisme, on ne pouvait pas, ce système d'oppression effroyable qui s'appelait le colonialisme, qui a régné pendant près de 400 ans au-delà des mers, sur des continents africains, asiatiques et latino-américains, le colonialisme ne pouvait pas être réformé, amélioré. Non. Le 1er novembre 1954, l'avant-garde du peuple algérien s'est levée, a déclenché contre l'armée coloniale la plus forte de l'époque, l'insurrection populaire, 7 ans de guerre, 2 millions de victimes blessées, etc. Et cette avant-garde algérienne a abattu le système colonial. Elle ne pouvait faire que ça. Le capitalisme, le dernier système d'oppression le plus féroce qui a régné sur la planète, doit être détruit radicalement. Il ne peut pas être réformé, amélioré, il doit être détruit avant qu'il ne liquide complètement l'environnement et détruit la démocratie, détruit les hommes sur cette planète. Et comment peut-on faire? Eh bien, c'est un grand mystère. La conscience, l'utopie en nous du tout autre, personne ne vit sur une planète où tous les 5 secondes, un enfant dessous de 10 ans meurt de faim. Immanuel Kant, le grand philosophe allemand du XVIIIe, a dit « L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. » Il est évident que cette conscience de l'identité qui est en nous, sous forme d'utopie, tout ce que vous voulez, va s'incarner un jour. Mais de quelle façon, on ne le sait pas. Mais elle va se faire. Elle va se faire. Le 14 juillet 1789, les ouvriers artisans du faubourg Saint-Martin, faubourg Saint-Antoine, se sont mis en marche sur la Bastille pour libérer leurs copains enfermés dans la prison du roi, puisque les familles avaient faim à la maison, etc. Il fallait libérer les copains. Finalement, le soir du 14, grâce à l'aide de la milice bourgeoise, ils ont pris la Bastille, et à partir de là, c'est le mystère de la liberté libérée dans l'homme, à partir de là, le processus révolutionnaire, la construction du tout autre, qui était inconnu avant, un nouveau contrat social, une république, une souveraineté populaire, les droits de l'homme se sont mis en place. Il faut être humble devant l'histoire. L'histoire a un sens, ma vie personnelle a un sens, je crois que l'humanité va vers l'émancipation, vers l'humanisation. Jean Jaurès disait « la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice ». Je crois que ma vie individuelle et la vie collective, l'histoire, ont un sens, et l'utopie que chacun de nous porte d'un nom plus juste, plus heureux, va s'incarner dans cette insurrection à venir. Par rapport au contexte français, j'aimerais bien avoir votre regard sur ce que représente Emmanuel Macron, qui est souvent vu comme le président des riches, il est décrit comme le candidat de la finance pendant la campagne présidentielle. Quel regard vous portez sur lui et sur ce qu'il fait, sur la Macronie, disons, par rapport à cette question du capitalisme? Il est l'acteur idéal, l'instrument idéal de ce capitalisme financier mondialisé. Il est l'agent avec conviction. C'est certainement individuellement très brillant, très intelligent,
Il est même, enfin, je ne le connais pas, mais sur les photos, il me paraît assez sympathique. Hein. Il est énergique, il met en œuvre une politique, mais qui est une politique au service de l'oligarchie du capital financier globalisé. Absolument. Et il manque totalement d'empathie. Son but, ce n'est pas la justice sociale, ce n'est pas le bonheur universel, c'est le maintien d'un ordre qui, dans son ultime conséquence, est un ordre cannibale. Vous parlez de tous les aspects du capitalisme, vous parlez également de la concentration de la presse, et vous ne parlez pas des GAFA, aujourd'hui, qui me semble être quand même un symptôme, c'est-à-dire de Facebook, Google, oui. Toutes ces puissances numériques qui sont fondées sur de la donnée, finalement. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas inquiétant aussi ce livre s'adresse en fait, à ma petite fille. Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin, bien que moi aussi j'aimerais voir la fin avant de mourir. Mais à la fin, c'est vrai que ceux qui ont 15 ans aujourd'hui vivront, non pas avec des livres, mais vivront totalement avec les moyens électroniques, enfin, pour aller vite, les moyens de communication électroniques. C'est vrai que dominés comme ils sont maintenant ces moyens par Amazon, Google, etc., par les grandes multinationales, qui échappent à tout contrôle, qui se foutent du bien commun comme de l'an 40, qui pensent qu'à la maximisation du profit, évidemment, Facebook, Twitter, etc., sont pratiquement des instruments de domination et d'aliénation. Mais on peut s'en saisir. On peut arracher cette arme à l'ennemi et la tourner contre l'ennemi. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut faire. Et mon livre, je vous le dis, un livre doit être utile à cette prise de conscience d'un monde intolérable qui peut être changé parce qu'à l'homme insurgé, rien n'est impossible. Bernanos, le grand écrivain Georges Bernanos que vous connaissez, a écrit « Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres ». Ou bien c'est nous qui changeons cet ordre cannibale du monde, ouvrant la voie à un monde plus juste et plus heureux pour tous, ou bien ce n'est personne.